Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de ma série de vidéos où je vous amène à la rencontre d'autres photographes, d'autres vidéastes pour qu'ils vous parlent de leur travail. Aujourd'hui je vous amène à la rencontre de David Delaplace qui est très connu dans le milieu du rap pour ses pochettes d'albums, mais pas que. C'est parti. Alors on se retrouve avec David Delaplace. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Un grand plaisir d'être chez toi, merci de nous recevoir. Bienvenue à la maison. Qu'on se situe un petit peu, où est ton studio? On est dans le 77 à Vers-Saint-Denis. Donc c'est un studio que j'ai monté avec un associé. On a monté ça l'année dernière. On a ouvert en septembre à peu près. Bon David, déjà pour ceux qui éventuellement ne te connaissent pas, qui es-tu et que fais-tu? Je m'appelle David Delaplace, je suis photographe. Je travaille principalement dans le monde du rap. Je réalise des pochettes d'albums. En ce moment, beaucoup d'affiches de spectacles. Je sais plus trop si je suis que dans le monde du rap parce que je fais beaucoup d'affiches de spectacles. Mais t'es principalement photo. Ouais, photo, okay. Direction artistique, beaucoup. Okay. Et après, j'ai cette particularité, on va dire, de tout faire moi-même. Donc, je fais autant de la photo que de la lumière, que de la construction de décors, que des effets spéciaux. Je fais tous mes SFX seul. Je gère tout de A à Z. Chaque image qui sort, je l'ai gérée à 100%. Ouais, ok. Bah, on y reviendra un petit peu sur ton processus créatif, la manière dont tu crées tes images et tout. Tu peux me raconter un petit peu comment David s'est mis à faire de la photo? T'as commencé comment? C'était il y a combien de temps? Je devais avoir 21 ans à peu près quand j'ai acheté mon premier appareil photo, 21 ans, 22 à peu près, donc 2011, 2012, quelque chose comme ça. Mon frère faisait de la musique. Et du coup je me suis dit vas-y, je vais acheter un petit boîtier, je vais lui faire 2-3 photos comme ça, il pourra nourrir les débuts de réseaux qu'il y avait. C'était pas encore les réseaux sociaux d'aujourd'hui, mais j'avais déjà capté que l'image était importante, tu vois. Et à cette époque-là, j'ai le manager d'un artiste de ma cité qui commençait, cet artiste-là, il commençait à péter, sa Petit au Prince. Il avait fait des morceaux avec Olkinry, avec Youssoupha, avec DC, je crois, avec pas mal d'artistes, en gros, qui étaient déjà installés, ou en tout cas, qui pour nous paraissaient grave installés. Et je me suis dit, vas-y, en fait, son manager me contacte pour que je lui fasse des photos. Et du coup, je me dis, putain, mais en fait, j'avais jamais songé à ça. Je dis, mais il y a bien un mec qui fait des pochettes d'albums et qui les prend en photo, les rappeurs, tu vois. Et ce qui t'a amené à bosser, parce que plus t'as été assez connu dans le monde du rap pour tes pochettes de rap et tout, c'est ton attrait pour la musique dans un premier temps qui t'a amené à faire ça? Je suis un auditeur de rap avant tout. Donc d'abord t'as écouté ça et après j'ai écouté ça. Je pense que je fais partie de la génération, nous on est nés avec ça. En fait, ça existait, je suis né en 90, il y a déjà des albums de rap qui sortent. Tu vois, et en 91, des gros classiques du rap français. Donc, je suis né, ça existait déjà. Donc, je suis forcément auditeur. J'ai grandi dans un quartier dans le 91. Tout le monde écoute du rap à cette époque-là. Donc, forcément, gros bousillé de rap. Ma mère écoutait beaucoup d'autres musiques, tu vois. Donc, j'ai connu plein d'autres choses, mais pas volontairement. D'accord. Okay. Moi, c'était 100% rap. Moi, je ne peux pas tu sais, il y a beaucoup de gens en interview qui disent ouais, moi mon premier album de rap c'était, je peux même pas te le dire. D'accord. Parce que c'était tellement naturel que en fait j'ai toujours écouté du rap. Ok. Et du coup t'as lancé la photo, t'as commencé à faire des photos comme ça. J'ai commencé à faire des photos comme ça pour du coup mon frère, un manager qui me dit ok, ça serait cool que tu fasses un shooting avec lui. Ça s'est pas fait, mais ça m'a donné cette idée. Et du coup, je suis parti sur YouTube, Internet, un peu partout, essayer de regarder, photographe de rap. Et là, du coup, je vois des gars qui sont installés depuis longtemps. Et je me dis, mais en fait, c'est incroyable comme métier, ça. Okay. Genre, ça existe. Et ouais, grave. Là, je me mange vraiment une tarte. Je pense là, t'as une révélation où tu te dis, tiens, peut-être que je vais pouvoir en faire mon métier. Ouais, voilà, tu vois. Sachant que tu faisais pas de photos avant. Absolument pas. Genre, j'ai acheté un boîtier, je suis nul à chier. Okay. À ce moment-là, c'est vraiment éclaté au sol. D'accord. Après, comment ça s'est lancé ta carrière petit à petit Du coup, je connaissais plein de gens dans plein de quartiers, donc j'ai appelé 2-3 potes à moi et j'ai un pote, son cousin, c'était Maury de la Coméra, c'est un groupe du 91 de Grigny. Il tournait un clip et du coup il m'a dit vas-y viens on y va, on est parti sur le clip, je les ai rencontrés, on a discuté avec eux, j'ai fait quelques photos, je connaissais des gars de Sarcelles, je les ai appelés, vas-y je vais là-bas, je shoot avec un groupe de Sarcelles et tu sais de fil en aiguille un ou deux groupes et en fait j'ai rencontré un média qui était un web média
un peu éclaté au final, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui et les gens ne créaient pas leur contenu comme maintenant, tu vois. Ouais, ils créaient pas pour les réseaux. Ouais, aujourd'hui, tu vois, Skyrock, ils ont leur propre caméra. Ouais. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était des petits médias qui venaient, ou des plus gros, tu vois, suivant les artistes, mais qui venaient, qui filmaient les freestyles et qui postaient ça sur leur webzine ou sur leur magazine, tu vois. Et donc, j'en ai un qui m'approche et qui me dit, bah, on cherche quelqu'un en plus en ce moment pour faire des photos. Je te dis ça, j'ai acheté un appareil photo il y a 2 semaines. Ouais, d'accord. Tu vois, je dis, bah, ok, vas-y, viens, on y va, tranquille. Et je me retrouve à des Planètes Rap avec Cynic, Section d'Assaut, avec plein d'artistes complètement fous. Or, j'ai acheté un appareil photo il y a 2 semaines. Genre, je m'en sers en automatique, je ne sais pas m'en servir, tu vois. Okay. Mais vas-y, tranquille, allons-y, soyons fous. Au culot. Ouais, au culot, tu y es allé. Ouais, le culot. J'ai la confiance, j'y vais, quoi. Ah, le seul truc que j'ai jamais manqué, c'est de confiance en moi. D'accord, ok. Et du coup, après, bah, donc, t'as fait tes premières marques comme ça. Après, comment ça s'est développé dans le temps? J'ai fait mes premières marques comme ça. J'ai commencé à travailler avec d'autres artistes après, Mac Taylor notamment, Niro, pas mal d'artistes qui sont assez réputés dans le monde du rap et qui ont une crédibilité assez forte, tu vois. Et après, je me suis dit, peut-être 2 ans après, là, je voyageais un peu. Au début, c'était vraiment passer l'ennui, tu vois. Au lieu de rester traîner au quartier, vas-y, on va aller faire des photos, travailler avec des artistes, il y a peut-être un truc à faire là-dedans, on verra, tu vois. Donc au début, c'est vraiment ça. Et il y a un moment où je me dis, vas-y, il faudrait faire un truc sérieux. Ce serait intéressant de faire un projet cool. À ce moment-là, tu t'es dit, tiens, peut-être que là, je peux peut-être en vivre si je trouve les... Ouais, en fait, je me suis dit, voilà, il y a déjà des gens qui sont installés depuis longtemps. On me confie pas des budgets ou des trucs comme ça. Je travaille pour quelques médias, vas-y, c'est cool. Mais il faudrait que je fasse quelque chose qui... Quand tu penses à moi direct, ça, tu vois, un truc qui met ton nom, voilà, il est là. Okay. Et du coup, je me suis dit, ok, ça serait cool de faire peut-être un livre photo sur l'histoire du rap. Okay. Il m'a dit, ça serait bien de retrouver tous les acteurs qui ont fait le rap français et de faire des shootings avec eux et d'en faire un bouquin où on réunirait tous les acteurs du rap français. D'accord. Et donc à ce moment, j'ai ce projet-là en tête, j'appelle un pote à moi, je dis, écoute, j'ai une idée, je pense que je vais faire ça. Mais quand je lui dis ça, c'est vraiment l'idée où hier je me suis dit, tiens, ce serait bien que je monte un restaurant. Parce que chez moi, je cuisine à mort et tout. Je me dis, vas-y, je vais faire. Tu vois, c'est vraiment l'idée à la con que peut-être tu vas jamais faire. Et j'en parle à mon pote, il me dit, ok, vas-y, attends, je te rappelle. Il me rappelle, il me dit, vas-y, Oxmo, il est chaud. Oxmo Puccino, il est chaud, on va le chercher demain en bas de chez lui. Ok, cool. Je dis, ok, lourd, on y va. On shoot Oxmo. Évidemment, en lui vendant, on a le projet depuis 1000 ans en tête, on a déjà avancé, on a plein d'artistes, mais comme moi, j'avais déjà travaillé avec des gars, je pouvais lui montrer des images de gars, tu vois. Okay. Et donc, on ment beaucoup au début. On ment énormément au début. Au culot, on a eu ci, on a eu ça. Ouais, le culot. Et donc, ils se disent, ok, cool. Le surlendemain, Lino, il faisait un concert au Canal 93 à Bobigny, il me semble. Et du coup, j'y vais et je rentre dans les loges. Moi, je suis invité, or que pas du tout. Je rentre, je vais parler avec lui. Je lui dis, je fais ça. Hier, j'étais avec Oxmo. Je lui explique et tout. Et en fait, en discutant avec lui, il me fait comprendre que non seulement ça peut être intéressant, mais en plus, si c'est bien fait, ça peut avoir vraiment une vraie valeur importante au sein du hip-hop, tu vois. Ouais. Et je me dis, vas-y, allons-y. Soyons fous. Okay. Et c'est sorti en 2017, 400 artistes dedans. D'accord. Et après, ça a fait boule de neige. En fait, une fois que t'en avais un, t'as pu facilement... Oui et non, il y a des gens, il a fallu les retrouver. Il y a des gens, ça a été une galère, t'as pas idée. Il y a des gens, Rocking Squad, je suis parti le shooter dans les favelas au Brésil. Tu vois, il y a des gens que je suis parti chercher, je les ai chinés. Il y a des gens, j'ai 1 an, 2 ans pour les trouver, échanger, retrouver le gars des groupes que j'ai remis au complet qui s'étaient pas vus depuis 20 ans. Des gens qui étaient en couple dans les années 80, qui se parlaient plus, qui sont revus grâce à moi, des numéros, des échanges. C'est-à-dire, il y a eu un truc humain autour de ce livre-là qui dépassait même juste le fait de réaliser un livre photo. Tu vois, c'était vraiment fou, une expérience humaine totalement incroyable. Et donc, du coup, j'ai réuni 400 artistes. Le bouquin, il fait 400 pages, quasiment 5 kilos. T'as mis combien de temps pour faire ça? 4 ans. Quand même. 4 ans, ouais. Ouais, gros projet qui vient d'un gros projet, mais du coup ça... Très gros projet, ouais. Okay, et du coup, quand ça sort, laisse tomber.
Ouais. Donc ça c'est sorti comment? Donc bouquin. C'est sorti en 2017, je l'ai signé. On a fait un financement participatif pour le sortir, qui a très bien marché, et ensuite je l'ai signé en édition. Et quand je l'ai signé en édition, je dis à mon éditeur, moi je vais en faire 5000. Mon éditeur, il rigole, parce que la moyenne d'un livre photo en France, c'est 500 exemplaires. Ouais. La moyenne d'un livre photo. Et lui, je lui dis 5000, il me prend pour un fou, tu vois. Il me dit, non, c'est mort. On va faire 500. Je dis, non, 500, c'est mort. 4000. 1000. 2000. 1500. On finit sur 1500. Le livre sort, si je te dis pas de bêtises, en septembre, octobre par là. 30 jours. Rupture de stock. On rate le premier Noël. Toutes les ventes qu'on aurait pu faire lors de la première sortie, tout le monde en parle à ce moment-là. Mais vraiment, la presse, tout le monde joue le jeu, c'est fou. J'ai des articles partout. C'est vraiment tout ce qui se passe autour de moi est incroyable. À ce moment-là, vraiment, laisse tomber. C'est vraiment fou. Et je me retrouve, plus de bouquins dispo, donc c'est cool, rupture de stock, mais bon, faut le réapprovisionner, on réapprovisionne, ça arrive, je crois, en février, par là, bien après les périodes des fêtes, et ça continue de se vendre, et au final, on a dépassé les 5000. D'accord, ok. Donc ça, c'est très bien. Ok. J'avais raison. Ah, très bien. Et du coup, ça, bon, c'était ton premier gros truc. Ouais. De là, j'ai une exposition incroyable, donc les gens commencent à me donner du taf. Je fais des expos dans toute la France. France, Belgique, Suisse, c'est incroyable, genre, je travaille avec Dupont, le labo, quand je suis avec eux, ils me disent, mais c'est très très rare qu'on voit ça, un photographe qui expose autant, parce que c'était pas forcément que pour la qualité de mon travail, c'était pour le sujet. Nous, oui, on contactait des mairies, humain, le sujet, ça intéressait trop de mairies de faire une expo et d'attirer les jeunes dans le monde de l'art, mais sur un sujet qui leur plaît. Ouais. Donc, on fait des expos, je crois que je fais 50 expos en un an, dans toute la France, je suis en tournée d'expos, incroyable, c'était complètement fou. Et on commence à me confier des projets, des pochettes d'albums. Et à ce moment-là, du coup, arrive, on va pas dire le revers de la médaille, mais presque, c'est que très grosse exposition médiatique, très gros projet qui commence à tomber, mais pas forcément les épaules du mec qui s'est fait petit à petit et qui sait gérer des shootings avec 15 personnes ou des shootings avec des gros budgets ou des, tu vois, je me retrouve du jour au lendemain comparé à des mecs qui sont là depuis 20 ans. Ouais. Et donc forcément le coup de culot, peut-être tu l'as senti un peu là, ouais, à ce moment-là, je me dis, ouais, bon, ok, c'est cool. Je me suis fait un nom en 5 ans. Et tout le monde te dit, il faut 10-15 ans. En 5 ans, mon nom, il a été installé dans ce milieu. C'est très bien. Mais pour le coup, on me confie des trucs, frérot, je ne sais pas si je suis capable de le faire. Et là, je commence à me poser des questions, tu vois. On me compare à des mecs qui sont là depuis 20 ans. Qui ont 10 000 pochettes à leur actif, j'en ai fait 2, tu vois. Et donc là, je commence à me dire, ok, il y a peut-être un truc, va falloir bosser maintenant, tu vois. Donc je commence à m'entourer, essayer de trouver des équipes qui sont un peu cool, trouver un bon chef déco. J'arrive pas trop, moi je bricole beaucoup, donc je commence à créer mes premiers décors. Lumière, je m'équipe, laisse tomber, je fais des crédits pour acheter de la light, pour être vraiment autonome sur tout ce dont j'ai besoin, et ainsi de suite, pour pouvoir justement gérer ces trucs de A à Z, tu vois. Et ça a été au début très compliqué, et après avec le temps j'ai développé un truc où justement maintenant c'est facile. Oui d'accord, ouais, parce que là du coup quand tu parles février, c'était 2018 du coup. Ouais. Donc à la suite de ça, c'est là qu'on t'a proposé les contrats. Ouais, c'est ça, je fais mes premières pochettes, je fais pochette de Jazzy Bass, Nuit, qui est un shooting improbable où là je produis tout seul. Je fais la cover de Jock Rambo, on finit disque d'or, Jock Travolta de Joker, on finit platine. Je commence à avoir des projets qui sont énormes, et il y a des trucs, tu vois, par exemple c'est des projets où Que Black, on fait sa pochette d'album. On est dans mon studio, je monte un petit décor, il y a sa famille, c'est cool. Quand je fais le projet de Joker, location de voiture, modèle, studio, mais on est sur un plateau de tournage à le Kremlin, je crois que c'était 2000 €, les 5 heures, grosse équipe technique, régisseur, tu vois, tout ça à gérer, c'est plus du tout la même chose. C'est pas moi, je viens avec mon appareil photo, j'appuie sur un clic. J'ai un gars qui me demande, ok, la tenue, elle arrive à quelle heure, le machin, le styliste, trop de trucs à gérer. C'est un boulot de producteur, tu vois, c'est de la production, là, du coup. Je suis vraiment dans une prod, mais je suis tout seul à gérer ça. Et en plus, t'as pas le choix parce que t'as le contrat, t'as accepté, il faut y aller. C'est exactement ça. Et on est déjà au 2e ou au 3e projet que je fais avec lui, donc je ne peux pas chier. C'est un projet sur lequel ils mettent énormément de moyens, tu vois. Et donc faut y arriver. Et donc j'ai pas le choix, tu vois. Et donc là je commence à me dire ouais, c'est chaud. Mais cool, on y va. Moi je suis une tête brûlée, aucun problème, fonce, tu vois. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu ta manière de créer des images, parce que de toute façon je vous partage un peu des photos de David là au cours de l'interview.
mais tu crées tout en fait. Tu as une idée qui te passe par la tête, on en a parlé un petit peu. Tu te dis tiens, j'ai envie de faire une photo de ça à cet endroit, c'est un peu fou mais c'est pas grave, t'y vas. Ouais. Et tu as cette idée j'ai plusieurs manières de procéder aujourd'hui, tu vois. Soit je vais gérer, parce que j'invente rien non plus, soit je vais gérer une vraie direction artistique en échange avec un artiste, et dans ce cas-là, c'est une idée qui sort de ma tête et on part de zéro pour créer tout un projet. Soit j'ai des artistes qui viennent avec des idées, soit des fois on a très peu de temps et on trouve des belles références. D'accord. Tu vois, on trouve des belles refs, on les déforme, on essaie de faire autre chose, et voilà. Mais tu sais, le rap c'est quelque chose qui est très mal organisé. Des fois on m'appelle le lundi pour un rendu le mercredi. D'accord. Donc faut shooter le mardi. Enfin tu sais, c'est Ouais. vraiment des fois c'est catastrophique, genre c'est abusé. Pas tout le temps. Mais on retient toujours ce qui est négatif, Oui, évidemment, ouais, tu vois. Tu retiens dans ta tête, tu regardes toujours ce qui va pas. Alors, en tout cas, moi, je suis comme ça. Et donc, des fois, j'ai des délais qui ne permettent pas de pouvoir me dire, ok, bah attends, je te vois faire ça, on va créer ça, on va monter. Non, on va essayer de trouver, ok, ça, telle référence, tel film, telle affiche de film qui était cool, ça pourrait aller. On la déforme un peu, on trouve une autre colorimétrie, un autre machin, et on n'a rien inventé, mais ça reste beau. Après, je m'en octroie pas la paternité de la direction artistique, Bien tu sûr. vois. Les gens peuvent dire, ah, c'est du plagiat, machin, si, à ça. Bon, les gars, L'inspiration. ouais, c'est de l'inspiration, tout a été fait. Aujourd'hui, tu pourrais avoir n'importe quelle idée de cover, je t'en trouve une qui ressemble fortement. C'est obligatoire. Et du coup, vu qu'on est sur les inspirations, c'est quoi tes principales inspirations? Parce que tu m'as parlé un peu de cinéma, etc., d'affiches de cinéma. Où est-ce que tu pioches toutes ces idées La que tu as? peinture, D'accord. beaucoup de peinture. Ah ouais? Ouais, T'as je des regarde noms, énormément. Magritte, Ah ouais? j'adore ce D'accord. qu'il fait. Ok. Trop fort cet enfoiré. Vraiment, genre Ouais, c'est vrai. génie ultime, c'est complètement fou. J'aime bien le décalage en fait, surréalisme. Tu vois, qu'il peut y avoir, que j'ai utilisé sur plusieurs covers, où t'as un mec en plein milieu de l'eau qui est en train de brûler, une cabine téléphonique tout en haut d'une montagne, un décor de maison plongé dans l'eau. J'adore ce genre de construction parce que c'est, en fait, ça te choque l'œil, tu vois, ça te marque directement. À l'air, dans l'air dans laquelle on vit, on voit une image toutes les 3 secondes quand on est sur les réseaux, tu vois 100 000 images par jour. C'est ça. C'est difficile Ouais. de marquer quelqu'un. Et je trouve qu'avec le surréalisme, eh ben, c'est pas si difficile que ça, Oui, parce que tu peux créer quelque chose où les gens disent, bon, putain, c'est quoi ce, tu vois, il y a une interrogation tout de suite de c'est quoi ce truc. Et ça marche plutôt bien. Donc ça, j'adore. Je regarde beaucoup la 3D, parce qu'il y a quelque chose de parfait dans la 3D, qui est presque irreproduisible. D'accord. En Oui, photo, en photo, ouais. tu vois, parce que la lumière est parfaite, tout est parfait, et du coup des fois dans la 3D je trouve des inspi, je me dis mais putain, mais ça en photo ça serait tellement méchant, et c'est un challenge d'arriver à Bah oui, parce partir que d'une image 3D qui a été totalement vectorisée sur un ordinateur, un truc où tout est parfait, c'est et normal, reproduire ça sur et une de le photo, reproduire en vrai, tu vois, c'est complètement fou. Donc ça j'adore. Et après bon, les réseaux, le classique Pinterest, quand tu vas faire ton moodboard, tu tombes sur une ou deux des idées qui sont cool, tu les mets de côté. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, de l'inspiration, elle est partout. Ouais, après, faut arriver à s'inspirer, mais il y a aussi, tu vois une image et aussi savoir comment la reproduire. Ouais, bien sûr. Parce que c'est bien beau de se dire, putain, c'est beau, j'aimerais bien faire pareil, mais il faut avoir l'idée de Bien sûr. comment réaliser ça dans le temps qui est imparti, avec les outils que tu as. Avec les moyens, surtout. Voilà, Le parce plus important, c'est les que moyens. avec des moyens illimités et un temps illimité, tu peux faire tout ce que tu veux, mais quand c'est en 2 jours ça. et il faut se démerder un peu. C'est exactement Tu ça. me parlais d'une fois, tu avais fait venir un camion de sable ici, je crois. Il y a une photo que j'ai vue de Ouais, toi, que j'ai adorée dans un d'ailleurs. autre studio, ouais, c'est dans un autre studio, on a fait venir 300 kilos de sable. Ouais. C'était pour Sidiki Diabaté, c'est un choriste, il fait de la kora, je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est malien. Je me dis, ok, ça serait cool dans le studio de reproduire un décor qui serait un peu le reflet de ce qu'on peut penser de l'Afrique, tu vois. Donc on refait tout un décor un peu ensablé avec un morceau de hutte sur le côté, du bois, des trucs, c'est un truc qui esthétiquement c'est improbable, avec une belle lumière et tout. Et on fait ça dans un espace qui est hyper confiné, on a 3 mètres d'espace, enfin, je l'aurais fait ici, oh, laisse tomber. Ouais. Mais là c'est pas le cas. Là j'avais fait appel à une chef déco pour certains éléments. Et on a, ouais, je te dis, 300 kilos de sable dans le studio. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que toi, ta manière de faire, tu fais beaucoup de choses directement sur place. Tu prends la photo et tu fais très peu de choses après sur Photoshop. Tu rajoutes pas d'éléments. Ouais, non, je déteste ça. Ok, donc toi, ta directive, c'est vraiment tu fais tout dans Tout est réel. Ouais, sur place. Pour 2 raisons. La première, c'est que à la base, j'avais pas forcément des budgets alloués
qui me permettait de payer des gars qui veulent faire de la 3D ou d'autres éléments, tu vois. Puis toi, tu savais pas le faire. Moi, je fais pas du tout de 3D, tu vois. Déjà, j'arrive à faire des photos, c'est bien, mais je fais pas du tout de 3D, donc il y a ce point-là. Et le deuxième, c'est que j'ai vite compris que la vidéo qui accompagne ta photo, où les gens captent que c'est vrai, elle fait 3 fois plus de bruit que ta photo en elle-même. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, dans un esprit de communication, je me suis dit, les gars, ça peut être intéressant quand même de tout faire en vrai et de filmer tout ça, de montrer. Et puis, j'ai les capacités pour le faire. Je suis quelqu'un de très manuel, je fais tout moi-même. Bien sûr. Vas-y. Non, puis le fait de faire en vrai, tout le monde ne le fait pas. Contrairement à des gens qui rajoutent des trucs en post-prod, il y en a énormément qui savent faire ça. Par contre, le faire en vrai avec tes mains, ça te met 10 heures à préparer la scène. Ouais, c'est ça. Ça, et tout le monde je ne fais sait des pas décos. Là, il y a 2 jours, on a construit ici un appartement haussmannien, enneigé, qui est de la neige partout, avec ce canapé que tu vois là, avec de la neige qui tombe dans l'appart, pour une affiche de spectacle, totalement improbable. Mais on a fait ça en 24 heures. D'accord. Ouais, c'est cool, c'est super de faire ça. Ouais, moi, tu me donnes, tu sais, j'ai du bois déjà sur place, je garde des trucs, de la peinture, un machin, et puis on y va, je vais acheter mes moulures, mes trucs, je mets, et puis vas-y, allons-y, soyons fous. C'est cool, c'est bien de faire ça. Et du coup, ouais, tu crées tout sur place. Tu me parlais de photos, tu fais autre chose que de la photo, tu me parlais un peu de direction artistique, etc. Ça rejoint un petit peu ce que tu fais là sur les affiches et tout. C'est ça, la DA, je vais la faire pour... Bon, il va y avoir 2 secteurs. Soit ça va être pour mes shootings, où du coup on va m'envoyer le titre d'un projet, ou enfin quand je dis le titre, c'est vraiment juste le nom du projet ou une musique du projet, et moi il faut que j'imagine ce qu'on va mettre sur la couverture. Donc là du coup c'est de la direction artistique pure et simple. Des fois j'ai des artistes qui veulent qu'on suive sur 1, 2, voire 3 projets, histoire de développer une image assez conséquente et que on puisse créer quelque chose dans le temps et pas à chaque projet avoir une direction artistique totalement différente, tu vois. Et après, des fois, c'est pour des clips. J'ai des réalisateurs qui m'appellent, ils veulent que je leur donne des idées. On discute ensemble, on parle d'idées, on voit, tu vois. Super. Cool. Ouais, c'est cool. Okay. On parle un peu de matos, ça te dit? Allons-y, soyons fous. Je suis pas un expert en matériel. Non, mais justement, mais c'est bien de savoir que le matos, ça fait partout. C'est pas seulement ça. Parce que tes photos, voilà, t'as pas besoin d'un milliard de matos. Tu utilises toi en matos? Moi, je suis au Nikon Z8. D'accord. Nikon Z8, j'utilise beaucoup le 85 mm et le 50. D'accord. Après, moi, je suis d'une école un peu, je dirais un peu vieux con. Je veux pas dire j'utilise ce que j'ai sous la main, parce qu'évidemment, je choisis avec quel boîtier je travaille, mais j'essaye de m'accommoder du matériel que je peux avoir. Et essayer d'en tirer, on va dire, tous les profits, tu vois, d'aller vraiment le boîtier, je vais pas regarder les dernières sorties. Tu vois, j'ai des potes, ils sont complètement bousillés. Non mais attends, tu sais pas, il y a celui-là qui sort. Ah non, je sais pas, non. Je sais absolument pas. Tu vois. Je peux avoir un boîtier qui est obsolète, mais si moi ça me plaît, je reste avec. Donc là, il est pas obsolète, évidemment. Bien sûr, ouais. Mais ça a pu m'arriver dans ma carrière d'utiliser des trucs 6 ans plus tard. Si moi, ça me plaît, ça me plaît. Après, t'es pas du genre, du coup, tu me parles d'un Z8, 2 objectifs. T'as pas ta batterie d'objectifs avec toi, avec plein de boîtiers et tout. Parce que des fois, on peut s'imaginer que ceux qui sont dans le milieu, ils ont plein de matos. Mais non. Moi, je suis vraiment un vilain petit canard. Ouais, mais après j'utilise très peu de choses. J'utilise qu'un boîtier. J'ai des potes, ils ont tout. Oui, c'est sûr. Mais vraiment, ils ont plein de boîtiers différents, argentique par argentique, Pola, pas Pola, boîtier numérique, tout ce que tu veux. Ils ont 1 milliard de trucs. Frère, moi, j'arrive avec un boîtier, laisse-moi tranquille. Ouais, puis après, le plus gros de ton travail, il est en amont du moment de la photo. C'est ça, en fait. Moi, je ne retraite pas énormément mes images. Je suis pas dans, tiens, je fais une photo et je vais chercher. Moi, quand je vois les gars, les avant-après, là, et qui sont hyper tendance sur les réseaux, pourquoi j'en vois pas les RAW? Frérot, moi, tu regardes mes RAW, mes photos retouchées, il y a quasiment pas de différence. Parce que moi, je me prends la tête pour que ça corresponde à ce que je veux. En fait, tu vois, et pour moi, après, les gars, ne le prenez pas mal ce que je vais dire, mais un mec qui prend une photo, son avant-après, il y a 10 ans, t'es pas photographe, t'es retoucheur. Oui, c'est sûr, c'est un métier un peu différent. Pour moi, c'est un métier totalement différent. Après, le fait d'avoir peu de matos, je pense que ça aide aussi à se concentrer sur... la discipline. Tu vois, tu te dis pas, tu passes pas une demi-heure à te dire, putain, je vais utiliser quel objectif. Pour moi, c'est la meilleure des disciplines que de n'avoir qu'un seul appareil, un boîtier, un truc, parce que justement, tu te concentres sur ce que tu dois faire et t'essaies de faire avec ça. Ouais. Et du coup, tu composes, voilà, avec Tu composes avec les moyens que t'as. J'ai fait une cover pour un gars qui va sortir là, du coup, dans quelques jours, au moment où tu sortiras cette vidéo. Il est venu là, son producteur voulait faire un portrait.
Et lui, quand il arrive sur place, il me dit, frérot, je suis désolé, mais moi, je kiffe ton taf. Je veux absolument pas qu'on fasse un portrait. Parce que les gens savent que j'adore faire des portraits, mais pas sur des covers, tu vois. Ouais. Et du coup, il me dit, vas-y, viens, trouve une idée. Et on commence à 2-3 bouts de scotch, un miroir, un machin. On a sorti une cover, elle est fulgurante. Vraiment, genre, c'est incroyable. J'adore le rendu de ce qu'on a fait. Cool. Et pourtant, tu vois, en réutilisant des matériaux que j'ai déjà, avec peu de moyens, parce que la contrainte, ça te pousse à essayer d'être un peu plus créatif, tu vois, et il y a une photo que tu as fait il y a pas très longtemps que j'ai adoré, celle où il y a une sorte de cadre là, où ça fait une lumière bleue derrière. Je crois qu'il y a une Mustang ou un truc devant. Ouais. Et tout est sombre. Ouais, tout est sombre devant, il y a juste la porte derrière. Ouais. Ça, j'ai kiffé cette image. C'est un gros décor. On faisait un workshop ici au studio. Donc, on donnait un cours à une quinzaine d'élèves à peu près, où ils viennent pendant 2 jours au studio. Je leur apprends un peu comment ça fonctionne de créer une pochette d'album. Donc, on part d'une direction artistique, on crée un décor, on shoot. Et on voit pour le rendu, après, bon, de chez nous, on se fait des échanges sur le rendu, parce qu'on peut pas tout faire, évidemment, sur place. En 48 heures, c'est un peu compliqué. Et donc, c'était le premier workshop que je faisais ici. Et j'avais cette idée qui vient d'une inspiration 3D, qui était beaucoup plus vaste. Parce qu'en 3D, t'as pas de restriction d'espace. Ouais. Et donc, on a créé ici tout un décor de 5 mètres de haut, avec des feuilles de décor en bois qu'on a peintes. Ensuite, on a mis un film un peu transparent, blanc, opaque, enfin pas transparent du coup, opaque pour diffuser la lumière, tu vois, qui agit comme ça sur l'image. Et on a placé des sources de lumière derrière, sources de lumière dans la voiture, le gars qui est posé devant, et puis voilà. C'est en soi assez facile à réaliser, mais il faut avoir beaucoup d'espace et un peu de moyens. Bien sûr, parce que déjà, je te dis, les feuilles de décor, on avait 5 mètres de haut, 6 mètres de large, quelque chose comme ça. Faut avoir une Camaro. Bah oui, aussi. Et il faut forcément que tout soit la taille d'une voiture pour que ça ait du sens, quoi, de la personne qui est derrière et tout. Ok, et du coup, workshop, ouais, donc tu t'es mis à faire des workshops ici. Ben, en fait, c'est assez récent, ça, comme projet pour toi J'en avais fait un il y a moult temps dans un studio que j'avais on était plusieurs dans le 18e, où je travaillais là-bas. Mais j'en avais pas refait depuis, et je m'étais toujours dit, ça peut être cool de transmettre un peu. Je trouve que le workshop en France, photo du moins, il y a énormément de douilles. Mais c'est monumental. Je prends beaucoup de stagiaires ici qui, avec leur école, ils font des workshops de portraits pendant 4 jours, ils payent 2000 €. C'est des trucs, tu dis, mais attends, c'est complètement insensé de payer un tarif pareil pour apprendre à déclencher un flash pour faire un portrait, quoi. Et donc, je me suis dit, ok, il faut arriver à trouver un juste milieu. Surtout que le plus gros du taf, pour toi, c'est pas ça, c'est pas le moment de déclencher, c'est tout ce qu'il y a autour. Ah bah oui, pour moi, c'est la préparation. Déclencher, c'est facile, hein. N'importe qui, enfin, tu sais, un singe peut déclencher, et il l'a déjà fait. Il y a un singe qui a récupéré les droits d'une photo iconique où il se prend un selfie, là. Donc, c'est archi facile de déclencher. La préparation, c'est autre chose. Mais, il y a des principes qui restent quand même assez simples, tu vois, assez basiques. Surtout sur, par exemple, du portrait. Là, le prochain workshop, c'est sur le portrait. C'est pas non plus totalement incroyable, et on n'a pas, enfin, c'est pas que c'est pas incroyable, mais la technique que tu as besoin, je l'ai pas inventé, tu l'as pas inventé, le gars qui l'a inventé, il est probablement mort depuis une centaine d'années. Donc c'est que on répète ce qu'on a appris, ce qu'on connaît. Tu donnes un savoir-faire, certes, mais ça vaut pas 2000 € pour 2 jours, tu vois. Donc moi, je voulais trouver un moyen les gars, venez, on se simplifie la vie. On est tranquille, en détente, tout va bien. On fait des workshops, c'est cool. Je vous apprends, je vous donne des bases, des techniques. Je vous donne des astuces que j'ai pour accentuer la lumière, pour créer des dégradés derrière, utiliser des drapeaux. Enfin, tu vois, pas mal de choses qu'il y a vraiment autour de la technique, histoire que ce soit plus simple pour vous de vous installer, de comprendre. J'ai des gens qui sont totalement novices, qui connaissent rien, qui découvrent pour la première fois une lumière. Donc, je leur apprends, mais j'essaie de le faire en ayant une approche assez jeune, parce que je le suis. Je suis autodidacte, donc
Il y a des choses que j'ai pas appris dans des écoles. Donc on va me dire, ah, mais ça s'appelle comme ça. J'en sais rien, frère. Je vais te dire, j'appelle ça comme ça, point barre. Exactement pareil, j'ai appris aussi en autodidacte. Donc c'est vrai que des fois, on me sort des termes que je connais pas, en fait. Ah ouais, mais t'en as pas besoin. Ouais, t'en as pas besoin. Moi, j'essaie de simplifier le truc, d'être assez cool. Les gars, venez, on se détend. Ce qu'on fait, c'est de l'image, c'est cool, c'est des métiers cool, tu vois. On n'est pas obligé parce qu'on apprend quelque chose qui est technique et qui peut être rémunérateur pour quelqu'un, de le vendre à je ne sais pas combien, parce que je suis pas sûr que ça vaut ce prix-là en vrai, tu vois. D'accord. Donc nous, on essaie de trouver un juste milieu. Ok, c'est cool. Bah, d'ailleurs, si j'ai des gens là qui sont intéressés pour aller on sur en fait de temps en temps. Après, en vrai, j'ai pas de date fixe. Je fais des workshops de temps en temps. Si tu veux, je te donne une petite exclue. Le prochain qu'on veut faire, ce sera sur les effets spéciaux. D'accord, ok. Parce que j'utilise beaucoup la pyrotechnie, la pluie, la neige. Ouais, tu m'as parlé d'un lance-flamme tout à l'heure quand même. Ouais, j'ai acheté un lance-flamme, c'est fou. Et on y reviendra juste après. Mais voilà, il y a des choses à savoir qui peuvent te faciliter l'utilisation des effets spéciaux. Et du coup, le prochain qu'on va faire, ça serait sur ça. Super cool. Pour le coup, ce serait un workshop qui serait un petit peu plus cher, mais parce que les produits d'effets spéciaux coûtent une couille. Si on veut utiliser juste des bouteilles en sucre à casser, une bouteille ça coûte 40 balles. Donc forcément, il y a 10 élèves, t'as déjà 400 balles qu'on sauté juste pour que chacun puisse casser une bouteille, tu vois. Donc forcément, mais en fait, je veux que tout soit justifié. D'accord. Tu vois. Et donc j'ai acheté un lance-flamme complètement fou. Et pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. En fait, pourquoi? Parce que j'ai un pote, le même pote qui m'avait envoyé Oxmo Puccino. D'accord. Le même pote. C'est un il bon s'appelle pote, Aurélien. Enfoiré. 22h, 23h, j'ai bu un petit coup. Il m'envoie une vidéo d'un Américain qui a un lance-flamme. Je me dis, attends, c'est mortel ce truc. J'adore la pyrotechnie, pourquoi pas avoir un lance-flamme. Et bon, j'ai essayé de le commander, il livre pas en Europe parce que c'est un désherbant un peu trop puissant apparemment. Ouais, d'accord. Mais j'ai acheté un lance-flamme de cinéma, tu sais les espèces de gros pistolets de scène là, tu mets des bonbonnes de gaz dedans, ça sera un accessoire de cinéma. Voilà, on va le dire comme ça. Ton studio là, s'il y a des gens qui veulent le louer, s'il y en a qui sont dans la région parisienne là, on peut louer ton studio là? Bien sûr. Okay. Le studio à la base, on l'a monté justement pour le destiner à la location. D'accord, c'est pas que pour toi. Quoi. Ah non, très loin de là. Okay. Ce serait trop compliqué à assumer financièrement d'avoir ce studio juste pour moi. Donc l'idée c'est que évidemment on le loue à d'autres. C'est un studio dans lequel on fait tout. On fait de l'accompagnement aussi pour les artistes, soit photographes, soit vidéastes. Donc tu peux venir et me dire, ok, moi j'y connais rien, je veux une maison qui prenne feu, et nous on te construit ta maison, on lui met le feu, et toi tu filmes, et après tu diras que t'es le meilleur réalisateur du monde parce que t'as filmé ça. Okay. Pour les shootings, pareil, on a des photographes qui viennent, qui savent pas installer une lumière. On installe toute la lumière, on installe toute la déco, on construit tout, et eux ils font leur shooting et la vie est belle. Tu vois. Ok. Si on veut toutes ces infos sur les workshops, s'il y a des gens qui s'intéressent les workshops, s'il y a des gens qui veulent louer le lieu, etc. Où est-ce qu'on trouve toutes ces infos là? Insta, moi je me sers que de ça. Tu travailles surtout là-dessus? Ouais, je suis vieux presque, non? T'as pas un site internet? Non, j'ai pas de site internet, j'ai pas de carte, j'ai pas de Insta, il y a mon numéro, il y a marqué appeler carrément. Tu cliques dessus, bam, je décroche. Dans la minute. Et si tu veux venir, bah peut-être pas dans la minute, mais si tu veux venir, tu peux. Ici, on ouvre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'importe qui veut faire. L'autre jour, on a construit un aéroport aussi. Comment c'est un aéroport? On a construit un aéroport, je te jure, je vais te montrer des images, c'est complètement fou. D'accord. On a construit un terminal d'aéroport avec les trucs à bagages et tout, c'était complètement incroyable. Un chef d'éco de fou qui est venu faire ça pour un projet qui sortira bientôt. On a ramené une autruche. D'accord. Cool. Une autruche géante dans l'aéroport comme ça. On a ramené une autruche dans l'aéroport. Enfin, on a fait que des projets de fou. D'accord, super. Bon bah dans tous les cas, si vous voulez avoir toutes les infos sur David, vous le rejoignez sur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour faire de l'image, c'est ici qu'il faut venir. Ouais, ok, c'est cool pour te suivre. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir parce que ces images sont super cool. Je te remercie. Et puis voilà, il y a toujours des inspirations à prendre et je pense que David peut être une super source d'inspiration aussi pour certains. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la photo, il hésite un petit peu, contrairement à toi, il veut pas y aller au culot? Si vous n'avez pas fait d'école, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas obligatoire, ça peut être une aide. Forcément, vous allez apprendre 3 fois plus vite. Pas nécessaire non plus de mettre 10 000 € dans une école. Vous pouvez le faire sans. Ça prendra peut-être un peu plus de temps, mais c'est faisable. Le tout, c'est d'accepter la critique. Parce que je vois beaucoup de jeunes photographes qui acceptent pas quand on les critique et c'est dur. Parce qu'il faut vraiment accepter la critique. Il faut chercher l'erreur dans sa photo. Je peux regarder une photo de Salgado et dire putain ça déconne. Et vous allez regarder vos photos et dire non elle est géniale. Les gars, détendez-vous. On fait tous des erreurs et il faut juste essayer d'en faire le moins possible à la prochaine photo.
Pour moi, c'est juste comme ça qu'on avance. Regarder son travail, ok, ça, c'est pas bon. La prochaine fois, il faut absolument que j'y pense. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est comme ça qu'on augmente la qualité de son image. Ça, c'est le premier point. Vraiment être très, très critique. Et deuxièmement, l'exercice. Pour moi, il y a que ça qui fait la différence. Il y a des gens qui vont toujours te trouver plein d'excuses. Les gars, trouver une modèle ou un modèle qui voudra poser gratuitement, il n'y a aucun problème. Prendre un appareil photo, aller shooter, c'est gratuit. Pour moi, c'est vraiment la pratique, le travail, et puis c'est tout. Moi, j'oublie tout le reste. Okay. Merci pour ton temps. Avec grand plaisir, je suis bienvenu ici. N'hésitez pas à aller le suivre, David, sur les réseaux. Un grand plaisir. David Delaplace, enchanté.